Il y a à peine un peu plus de 100 ans, quand les gens entendaient le mot « atome », ils imaginaient quelque chose d'infiniment petit, presque fantomatique, avec des électrons tournoyant autour de son centre. Comme une sorte de système solaire miniature. Étrange, mais assurément inoffensif. Bonjour à toutes et à tous. Mais avec l'arrivée de l'énergie nucléaire et des armes nucléaires, cette image a été complètement bouleversée. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il ne faut pas sous-estimer l'atome. Malgré tout, comment se fait-il qu'une particule si petite renferme autant d'énergie ? Il est vraiment minuscule. Car si l'on compare la taille d'un atome à celle d'une pomme, c'est exactement comme comparer une pomme à la Terre. Et ce n'est pas tout. Plus stupéfiant encore, c'est que toute la puissance de l'atome est cachée dans quelque chose 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Bienvenue sur Perduchane. Alors, cette fois encore, observons tout cela pas à pas en prenant le temps. Allez, c'est parti. Un ressort au cœur du vide. Si l'on pouvait agrandir un atome jusqu'à la taille d'un stade de football, le noyau en son centre ne ferait guère plus de la taille d'une graine de pavot. Les électrons graviteraient bien au-delà, tout près des limites extérieures, et l'immense espace entre eux et le noyau serait, incroyable mais vrai, totalement vide. Oui, vide, au sens le plus littéral du terme. Un état que l'on pourrait presque qualifier de vide absolu. De là, il est facile de conclure que toute la puissance de l'atome est concentrée et dissimulée dans son noyau. Un peu comme dans le récit biblique où la force prodigieuse de Samson résidait dans sa chevelure, que Dalila, complice rusée des Philistins, finit par lui couper. Mais laissons les fresques bibliques couvertes de poussière aux historiens, et pénétrons plutôt au cœur du noyau atomique pour, tel Dalila, tenter de percer le secret de l'immense énergie qui s'y cache. À première vue, le noyau atomique paraît d'une simplicité presque déconcertante. Il s'agit d'un minuscule amas de particules, des protons et des neutrons. Les protons portent une charge positive, tandis que les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres et dépourvus de charge. Et puisque l'atome dans son ensemble est électriquement neutre, la charge positive des protons est compensée par les électrons qui gravitent à la périphérie. Mais nous l'avons déjà brièvement évoqué. Jusqu'ici, tout semble assez clair. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Même un étudiant un peu curieux, pour peu qu'il ne soit pas totalement abruti par les vidéos courtes à la mode sur TikTok, se poserait tôt ou tard la question suivante. Mais alors, pourquoi les protons ne se repoussent-ils pas et ne se dispersent-ils pas dans toutes les directions, puisqu'ils portent tous la même charge positive ? La loi de Coulomb ne s'applique-t-elle pas ? Bien sûr que si, et avec une force redoutable. Certes, la charge d'un proton est, à l'échelle humaine, incroyablement minuscule. Sa valeur n'est que de 1,602 × 10 exposant -19 coulombs. Mais plus encore que cette charge, c'est la distance entre les protons qui est, elle aussi, d'une petitesse absolument inimaginable. Comme vous le savez, la force de Coulomb augmente à mesure que la distance entre les charges diminue, puisqu'elle est inversement proportionnelle au carré de cette distance. Si l'on fait réellement le calcul, on découvre qu'entre deux protons agit une force de répulsion d'environ 230 newtons, soit, dans une unité qui nous parle davantage, l'équivalent d'environ 23 kg force. Seulement ça, diriez-vous peut-être. Mais souvenez-vous, cette force s'exerce entre des particules dont la taille correspond à 1 billionième de millimètre. Imaginez par exemple qu'on attache un poids de 23 kg à une fourmi, un être pourtant gigantesque comparé à un proton. Vous arrivez à vous représenter la scène ? Voilà exactement de quoi il s'agit. Autrement dit, pour un proton, 23 kg représente une force tout simplement colossale. Et malgré cela, les protons restent serrés les uns contre les autres en un point unique. Alors, qu'est-ce qui peut bien les maintenir ainsi liés ? La conclusion s'impose d'elle-même. Il existe une force encore plus puissante, capable de surpasser la force de Coulomb. C'est ce que l'on appelle la force nucléaire forte, ou interaction forte. C'est la plus puissante de toutes les forces connues dans la nature. D'une intensité écrasante, elle contraint protons et neutrons à rester unis, écrasant leur répulsion mutuelle pour les fondre en un seul ensemble. Cependant, cette force possède une propriété très étrange. Elle n'agit qu'à des distances extrêmement courtes,
de l'ordre même de la taille du noyau atomique. Lorsque les particules sont très proches les unes des autres, cette force les attire avec une puissance inimaginable. Mais qu'elles s'éloignent ne serait-ce qu'un peu, et cette force s'évanouit presque totalement. Le noyau atomique se retrouve ainsi dans un état comparable à celui d'un ressort comprimé à l'extrême. Les particules qui le composent sont liées par une colle d'une puissance phénoménale, mais qui n'agit que lorsqu'elles sont quasiment en contact. Si, pour une raison quelconque, ce lien venait à se rompre, le ressort se détendrait d'un coup, balayant tout sur son passage. C'est là que réside le plus grand secret de l'énergie atomique. Le déficit qui explose. Essayons maintenant d'estimer la force de ce ressort. Bien sûr, il est impossible d'attacher littéralement un dynamomètre à un proton. En revanche, nous pouvons mesurer sa masse. Et c'est précisément ce qu'ont fait les physiciens. Ils ont d'abord mesuré séparément la masse d'un proton et celle d'un neutron. Puis, ils ont mesuré la masse totale du noyau d'un atome donné. Et ils ont constaté que la masse du noyau était inférieure à la somme des masses des protons et des neutrons qui le composent. Nul besoin d'être un génie pour deviner que cette masse manquante a été convertie en énergie, afin de maintenir protons et neutrons unis. La célèbre équation d'Einstein, E égale mc², énergie égale masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, était déjà connue. C'est précisément cette énergie qui constitue la véritable nature de la colle superpuissante dont nous parlions plus tôt. Plus la liaison nucléaire est forte, plus l'énergie investie dans cette adhésion est grande, et plus la masse du noyau devient inférieure à la somme des masses de ses particules constitutives. Cette différence de masse porte le nom de défaut de masse. En somme, le noyau atomique ressemble à un véritable coffre-fort d'énergie. À l'intérieur, ce qui était autrefois de la masse sous forme de particules se trouve désormais emprisonné sous forme d'énergie. Et plus le noyau est lourd, plus il peut stocker une quantité totale d'énergie importante. Toutefois, il est essentiel de comprendre que tous les noyaux ne libèrent pas cette énergie avec la même facilité. Les noyaux lourds, comme celui de l'uranium, ressemblent à un ressort trop tendu. Leur cohésion est relativement faible, si bien qu'ils peuvent se désintégrer et libérer de l'énergie. À l'inverse, les noyaux légers sont dans un état insuffisamment resserré. En fusionnant, ils atteignent une configuration plus stable et dégagent alors une quantité d'énergie encore plus considérable. Mais il faut bien saisir ceci. Même les réactions nucléaires les plus puissantes ne libèrent qu'une infime fraction de l'énergie totale contenue dans la matière. Dans une bombe atomique classique, seul environ 1/1000 de la masse de la matière est convertie en énergie. Dans les réactions thermonucléaires, comme celles qui se produisent au cœur du Soleil ou dans une bombe à hydrogène, cette proportion augmente légèrement pour atteindre environ 0,7%. Même cela représente une énergie colossale à l'échelle humaine. Mais comparé à l'énergie intrinsèque dissimulée dans la matière, ce n'est qu'une minuscule partie émergée de l'iceberg. Et aujourd'hui, nous allons nous approcher des profondeurs même de cet iceberg. Le dernier verrou de l'univers. Comme nous l'avons vu plus tôt, les réactions nucléaires ne libèrent qu'une infime fraction de la masse. Une question s'impose alors naturellement. Si l'on ne peut extraire qu'environ 1/1000 de l'énergie du noyau, où se cache le reste de cette énergie colossale contenue dans la matière? Très bien, allons creuser jusqu'au fond. Jusqu'à présent, nous avons décomposé l'atome jusqu'au noyau, puis le noyau en protons et en neutrons. Cette fois, allons briser ces protons et ces neutrons eux-mêmes. Comme on l'apprend à l'école, les protons et les neutrons sont constitués de 3 quarks. On pourrait donc penser que la masse d'un proton ou d'un neutron correspond simplement à la somme des masses de ces 3 quarks, n'est-ce pas? Mais nous ne nous laissons plus berner aussi facilement. L'exemple du noyau atomique nous a déjà montré qu'une simple addition peut mener à la bombe atomique et à la bombe à hydrogène. Et une fois encore, ce soupçon était justifié. Selon les calculs les plus récents en chromodynamique quantique, la masse propre des quarks ne représente en réalité même pas 2% de la masse d'un proton ou d'un neutron. Tout le reste est de l'énergie. Non pas dans un sens abstrait, mais sous la forme très concrète de l'énergie du champ de gluon qui maintient les quarks liés entre eux à l'intérieur. À l'intérieur d'un proton ou d'un neutron, les quarks ne sont jamais immobiles. Ils se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière, changent de direction et entrent sans cesse en collision avec des flux de gluons.
Même l'espace entre les quarks n'est pas vide. Le vide quantique y est littéralement en ébullition. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent sans cesse. Les champs fluctuent. L'énergie pulse. Ce n'est en rien une structure statique, mais un véritable micro-univers en effervescence, condensé dans un espace 100 000 fois plus petit qu'un atome. Les gluons, médiateurs de l'interaction forte, échangent continuellement de la quantité de mouvement entre les quarks, générant à l'intérieur du proton un nuage d'énergie d'une densité extrême. C'est comme un réseau de fils invisibles qui attire les particules les unes vers les autres, tout en accumulant une tension gigantesque. Cette énergie cinétique frénétique des quarks, combinée à la tension du champ de gluons, constitue précisément ce que nous percevons comme la masse du proton. En termes simples, un proton est un nœud où se trouve emprisonnée une tempête d'énergie prodigieuse. L'énergie colossale des champs quantiques et du vide est confinée dans cet espace minuscule par la force que l'on appelle l'interaction forte. C'est parce que cette tempête est solidement enfermée que les atomes peuvent exister, que des planètes ne s'évaporent pas et que nous pouvons vivre dans un univers stable. Si jamais ce verrou venait à céder, une énergie comparable à celle de l'annihilation matière-antimatière serait libérée vers l'extérieur. Mais pour l'instant, grâce à l'interaction forte qui contient cet enfer microscopique, nous pouvons continuer à vivre dans ce que nous appelons la réalité. Si vous avez suivi attentivement jusqu'ici, une question vous vient sans doute à l'esprit. Pourquoi, alors que l'énergie de liaison réduit la masse dans le noyau atomique, l'énergie du champ de gluons, elle, crée-t-elle au contraire la masse des protons et des neutrons? En réalité, il n'y a ici absolument aucune contradiction physique. Le champ de gluons à l'intérieur des protons et des neutrons correspond à une énergie positive. C'est l'énergie produite par les fluctuations et les tourbillons d'un vide quantique sous tension qui remplissent littéralement l'espace à l'intérieur des particules. Cette énergie ne disparaît nulle part, elle demeure confinée dans le proton et, conformément à l'équation d'Einstein, elle se manifeste sous forme de masse. À l'inverse, l'énergie de liaison nucléaire est l'énergie qui a déjà été libérée vers l'extérieur lorsque protons et neutrons se sont assemblés. Un noyau formé se trouve dans un état d'énergie plus bas que celui des particules libres. Cette différence d'énergie ayant été émise sous forme de rayonnement au moment même de la formation du noyau, le noyau lié contient moins d'énergie et possède donc une masse plus faible. On comprend ainsi pourquoi l'énergie nucléaire ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Ce que l'on libère dans un réacteur ou dans une bombe, c'est uniquement l'énergie de liaison entre protons et neutrons. Mais la majeure partie de la masse de la matière ordinaire se trouve plus profondément, à l'intérieur même des protons et des neutrons, dans le champ de gluons. Littéralement, presque toute la masse de notre corps est de l'énergie de l'interaction forte, confinée dans le champ quantique à l'intérieur d'un espace d'une petitesse inimaginable, de l'ordre d'un billionième de millimètre. Une question fascinante surgit alors. Ne pourrait-on pas extraire cette énergie, fabriquer une bombe d'une puissance inouïe et dominer le monde? D'un point de vue de la physique, la réponse est oui. Mais heureusement, dans la pratique, une telle prouesse est quasiment impossible à réaliser avec nos technologies. Pour atteindre cette énergie, il faudrait détruire complètement la structure même des protons et des neutrons. Autrement dit, il faudrait rompre les liens entre quarks et gluons maintenus par l'interaction forte. Cela exigerait des conditions comparables à celles qui existaient un instant après le Big Bang, ou à celles d'une collision entre étoiles à neutrons. Même les accélérateurs de particules les plus puissants, comme le Grand Collisionneur de Hadron, ne parviennent à créer de telles conditions que durant un instant infime, et seulement dans une région plus petite qu'un atome. C'est pourquoi l'énergie des gluons demeure confinée. Elle est la véritable source de la masse de la matière, mais elle ne peut pas être extraite comme l'énergie du noyau atomique. En ce sens, l'interaction forte peut être considérée comme le dernier verrou que l'univers a posé pour sa propre sécurité. Si l'on devait comparer, l'énergie nucléaire reviendrait à ouvrir une serrure bon marché achetée sur AliExpress. Libérer l'énergie des gluons, en revanche, serait comme tenter de forcer le coffre-fort de Fort Knox. Peut-être n'existe-t-il aucune serrure absolument inviolable, mais fort heureusement, l'humanité ne possède pas encore la clé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.